Voilà, donc nous allons parler des sociétés et du développement durable et des différentes responsabilités et leur impact sur les politiques et la RSE en général. Donc, voilà, donc, au fait, au départ, nous allons parler de l'invasion russe en Ukraine. Nous allons avoir un orateur qui expliquera la façon dont sa société s'est adaptée à la nouvelle situation. Et c'est Nadia Omelchenko. Et nous allons communiquer avec elle via Teams. Et ensuite, nous allons parler quels sont les impacts sur la durabilité et la RSE. Pour vous donner une idée, des changements géopolitiques peuvent parfois poser un problème, notamment pour le prix et notamment de certaines énergies, que ce soit de l'énergie éolienne. Et parfois, on voit que, par exemple, les éoliennes ont perdu énormément de valeur au cours des dernières années. Et cela est dû au fait que les investissements ont été subventionnés par les gouvernements et les gouvernements, au fait, ces jours-ci, ont dédié leur budget plutôt aux aspects militaires. Et donc, cela est dû au changement géopolitique. Par exemple, nous savons tous que le gaz en provenance de la Russie, qui ne coûtait pas très cher, au fait, n'est plus disponible. Et parfois, on réutilise de nouveau le charbon, qui, d'un point de vue climatique, n'est pas très profitable. Et donc, les changements géopolitiques, au fait, rendent plus difficiles ces changements de développement durable. Et il y a également la globalisation et le commerce international, au fait, a baissé. Et cela est dû aussi à une augmentation de l'économie globale et de la globalisation en elle-même. Mais il y a donc plusieurs changements et l'économie est plutôt dans une phase incertaine. Et cela a plutôt un impact négatif sur les politiques RSE. Mais cela peut être également vu comme une opportunité par contre, du plus long terme. Parce que cela va permettre de faire une transition de manière plus rapide. Nous allons parler un petit peu de ce couteau à double tranchant et donc nous allons parler de l'influence des changements géopolitiques avec les contraintes qu'ils représentent et éventuellement les opportunités qu'ils présentent aussi. Alors, nous avons notre première invitée qui est Nadia Omelchenko. Elle est en Ukraine et elle était à la tête d'une société d'IT et elle a dû changer beaucoup de choses au sein de sa société pour pouvoir s'adapter. Elle était basée à Kiev. Donc, est-ce que nous sommes connectés avec Nadia et nous pouvons la voir à l'écran? Allô? Oui, voilà, nous pouvons maintenant vous voir. Bonjour Nadia, vous êtes à Kiev et nous sommes très contents de vous avoir ici à Lille. Vous n'êtes pas ici présente
en présentiel, mais grâce à la technologie, nous pouvons vous écouter. Alors, nous allons vous laisser la parole et vous allez nous raconter, nous expliquer ce qui s'est passé à partir de février 2022 et la façon dont votre entreprise et vous-même avez dû vous adapter à la nouvelle situation. Voilà, c'est à vous. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je m'appelle Nadia Malchenko et je suis basée à Kiev et je suis à la tête d'une société dans l'IT qui compte 500 employés. Et au fait, nous avons commencé à préparer donc une stratégie qui tenait en compte, qui a commencé à être mise en place en septembre 2021. Mais cette action et donc cette stratégie a été mise en place à la fin de l'année 2021 et nous avons été victimes de plusieurs cyberattaques et dans le secteur des médias, des banques. Et donc, nos experts ont également participé dans l'analyse et dans le blocage. Et ils ont pris en compte tous les types de menaces. Et pendant l'automne 2021, nous avons créé des plans de contingence et cela pour faire face aux différentes situations et pour protéger également les systèmes informatiques de nos clients, que ce soit du secteur privé ou public. Et après, en janvier et février 2022, nous avons eu après l'arrivée de la guerre. Au fait, nous ne savions vraiment pas à quoi nous nous attendions et toutes ces actions, au fait, conformément à nos plans, nous sommes basés sur nos priorités clés et donc nous avons voulu garantir la sécurité de nos équipes, de notre personnel, de notre société. Nous avons collaboré avec d'autres sociétés, avec d'autres distributeurs et nous avons bénéficié du support et de l'aide de la communauté. Et au cours de l'année 2022 et 2023, nous avons en fait voulu maintenir la sécurité, mais également la flexibilité de tous les processus. Et nous avons avant tout, nous avons donc dû évacuer et certaines familles ont dû également être évacuées. Et donc, chacun, au fait, et chaque société agissait en fonction des compétences dont il disposait. Et nous étions au fait ouverts à toute suggestion, à tout besoin dont les uns ou les autres pouvaient avoir besoin. À partir de 2022, et
nous avons en fait mis en œuvre toutes ces pratiques et au fait cette flexibilité également, cette flexibilité en termes d'horaire et en termes de sites où les personnes pouvaient travailler, c'est ce qui au fait nous a permis d'avancer. Les employés, les salariés ont beaucoup apprécié cette façon de faire parce qu'ils pouvaient travailler à distance de n'importe où. Et l'idée était aussi d'augmenter les compétences des salariés et y compris l'apprentissage et l'approfondissement de l'anglais. Et nous avons un centre RSE de développement et c'est ce qui nous a permis d'avancer. Et nous avons essayé de garder notre siège et d'y garantir un certain niveau de sécurité. Et nous avons également essayé de l'utiliser pour garantir une sécurité également au niveau alimentaire pour les personnes et tout type de besoins. Nous avons en fait essayé de répondre à tout type de besoins pour les personnes et la sécurité était notre deuxième priorité, tant physique que psychologique. Les personnes devaient savoir maintenant qu'ils peuvent venir au bureau et ils peuvent travailler en toute sécurité. Et nous avons au fait donné aux salariés tout ce dont ils avaient besoin, que ce soit des batteries, des lampes rechargeables. Et nous avons également essayé de garantir une sécurité mentale et psychologique et physique également pour eux. Et tout type de thérapie, éventuellement même fournir des vitamines. Voilà. Tout ce qui pouvait permettre de vivre une vie que l'on peut dire normale. Et nous avons également beaucoup travaillé avec des concurrents qui, pour finir, sont devenus nos collègues. Et une autre priorité a été de combiner et de développer une plateforme pour pouvoir nous garantir notre défense. Et donc nous avons suffisamment d'équipements pour au fait garantir notre sécurité. Et par exemple, nous avons utilisé même notre entrepôt pour distribuer des produits de sécurité. Et nous avons lancé des initiatives de tout genre parce que, au fait, même les enfants n'avaient pas d'ordinateur et donc nous avons même lancé des initiatives pour pouvoir leur donner des ordinateurs pour qu'ils puissent les utiliser dans les écoles. Nous avons également protégé les connexions Wi-Fi pour que les étudiants puissent travailler au sein des universités et qu'ils puissent travailler à tout moment. Les enfants ukrainiens, par exemple, n'avaient pas les livres. Mais au fait, nous avons essayé de les garder connectés à l'étude de leur langue parce que c'est extrêmement important. Et nous avons également lancé de nombreux projets visant à maintenir notre culture, la musique, le théâtre ukrainien. Il est vrai qu'ils sont dans une situation très difficile et nous savons que nous allons pouvoir et devoir les aider. Mais toutes les initiatives que nous avons et que nous allons mettre en place permettront au fait de pouvoir avancer. Et
nous avons décidé au fait de leur fournir toutes sortes de produits d'aide pour qu'ils puissent se défendre et se protéger. Et si on regarde cela d'une manière très globale, on peut voir que nous avons eu des opportunités et nous avons développé même des nouveaux produits que nous n'avions pas développés avant la guerre. Cela rentrait également dans notre plan de développement durable. Et également, l'aide de toute la communauté a été quelque chose très importante. Les partenariats publics-privés ont permis de garantir la sécurité et ont permis de garantir l'instruction et l'éducation des enfants. Et maintenant, nous pouvons vraiment comprendre ce qui s'est passé et il a été très difficile de nous séparer et de perdre notre filiale de Mariupol. Et nous avons évacué les personnes, nos salariés de Mariupol, et nous les avons répartis dans les autres sites en Ukraine. Et il y a également d'autres salariés qui ont dû changer de ville. Et il a été également très important d'aider les salariés de Nikolaïev et de la région de Kherson. Et également là où le site qui nous fournissait l'énergie, au fait, a été quasiment anéanti. Et pour 2023, nous continuons à soutenir les familles, les salariés, tant d'un point de vue physique que psychologique. Nous essayons de leur fournir une assistance qui leur permette au fait d'avancer. Et environ 20% de nos salariés ont été mobilisés. Et donc, il y a d'autres challenges qui s'ouvrent à nous pour 2024. Parce que nous devons également faire face à une crise du marché de l'emploi. Et il y a plus d'opportunités pour les femmes. Et nous devons également supporter beaucoup plus les femmes et de manière à avoir une continuité aussi de l'activité. Et cela change aussi l'équilibre des genres au sein de la société. Nous devons également faire face à des soucis parfois plutôt psychologiques ou mentaux dus à la situation. Et donc, nous devons aider les personnes. L'idée est aussi de garder et de développer encore notre culture. Et cela, c'est aussi pour transmettre nos principales valeurs à nos enfants. Et toutes les sociétés en Ukraine ont dû faire face à ce type de challenge. Et cela, au fait, a permis à tous les partenaires internationaux également de nous aider et nous sommes très reconnaissants pour cela. Et nous voulons montrer que les sociétés ukrainiennes, au fait, continuent de travailler, que nous allons relativement bien, que nous développons de nouveaux produits et que nous recherchons encore des nouveaux partenaires et donc voilà, que nous pouvons aller de l'avant. Merci beaucoup.
Alors, nous ne pouvons pas poser de questions. Donc, vous êtes toujours avec nous. Alors, j'ai une question. Nous avons entendu que la mission faite de votre société a beaucoup changé et nous avons, sur les grandes lignes, au fait, nous avons compris que vous avez bien utilisé toutes vos ressources, tout votre équipement et vous avez utilisé toutes vos compétences également pour pouvoir avancer. Et vous avez regardé cela de manière globale. Et d'un point de vue économique, cela est viable. Mais maintenant, comment est-ce que vous faites de manière pratique? Comment est-ce que vous avez fait pour payer vos salariés à la fin du mois? Est-ce que c'est toujours un challenge? Ce que vous faites est bien plus large que ce que vous avez fait, que ce que vous faisiez auparavant. Mais de quelle manière avez-vous pu garder votre activité viable d'un point de vue financier? Ah. Alors, je pense que notre mission maintenant est bien plus large, plus globale, parce qu'au fait, nous n'avons pas dû lutter contre des concurrents, mais contre des véritables menaces. Et le fait de collaborer a été la chose sur laquelle nous nous sommes focalisés le plus. Et au niveau financier, c'est une bonne question parce qu'au fait, nous avons élaboré une stratégie financière et nous avons commencé. Nous avons fait donc des emprunts. Au fait, nous n'avions pas d'emprunt au départ avant la guerre. Donc, au fait, nous avons pu tenir 3 ou 4 mois. Mais au fait, tant que nous n'avons pas recommencé à produire de nouveaux produits, au fait, les finances ne pouvaient pas se reconstituer. Alors, bonjour Nadia, je me sens très proche de toi parce que je suis également à la tête d'une société IT en France et je pense que nous sommes juste très très chanceux d'être ici à Lille et c'est vraiment génial ce que vous avez pu faire et je vous félicite. Et je ne sais pas ce que j'aurais fait si 20% de mes salariés avaient été mobilisés et si j'avais dû complètement réorganiser les choses. Mais vraiment, je vous félicite du fond de mon cœur. Et tout ce que vous nous avez, partant de ce que vous nous avez décrit, tous ces temps très très durs, tous ces épisodes très très durs, vous ont aidé à avancer. Et quel a été l'impact? Au fait, en quoi ça vous a transformé? Alors, il faut se demander si on est prêt. En tant que CEO, est-ce que nous sommes prêts à travailler dans des circonstances telles que celle-là? Parce que toutes les activités en Ukraine dépendent de leur CEO. Et c'est pour cela que certains fondateurs, enfin de nombreux fondateurs maintenant sont revenus pour s'occuper de leur société et sont rentrés de nouveau dans leur activité. Si on est optimiste et on se dit, OK, pendant la nuit, on a les bombardements
Et je peux comprendre que mes salariés sont fatigués le matin parce qu'au fait, ils n'ont pas pu dormir convenablement. Donc maintenant, nous avons les équipes qui savent comment réagir à ces différentes situations. Mais vous devez comprendre quelles sont vos ressources, qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre société. Et également, il faut être capable de saisir les opportunités. Et c'est vraiment un devoir de le faire. Et je me connais, je sais comment je suis capable de réagir et je sais quelles sont mes responsabilités en tant que CEO. Et je suis responsable pour les équipes, mais non seulement, je me sens responsable également pour leur famille, leurs enfants, leur maison et la sécurité de leurs enfants, qu'il ne faut pas oublier. Et j'ai compris que la guerre allait arriver. Et je me suis occupée de mes filles et je me suis occupée plus de ma famille. Et au même moment, j'ai compris que j'allais devoir m'occuper également de ma société et de mes employés. Et la première chose que j'ai fait, c'était mettre en sécurité ma famille, mes filles. Est-ce que vous avez des questions ici dans la salle? Bonjour Nadia, je suis Maria. Merci beaucoup de partager votre histoire. Je suis vraiment admirative de ce que vous avez fait et de la résilience que vous avez démontrée, vous et votre équipe, et que vous avez réussi à survivre aux dernières années. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. J'ai une question. Pendant des périodes comme celle-ci, ça a mis certaines choses en perspective. Ça relativise les choses et du coup aussi, c'est très fondamental, comme vous disiez, de faire attention et de prendre soin des personnes qui travaillent pour vous et de leur famille. C'est une chose d'humanité. Comment est-ce que ça réussit à réorganiser ou remettre à leur place différents éléments dans une entreprise qui est aussi censée améliorer son empreinte carbone, par exemple? Comment est-ce qu'on relativise les choses? Quelles sont les nouvelles priorités que l'on fixe? Ou est-ce que vous continuez à pouvoir gérer votre impact social, votre impact environnemental aussi? Bonne question. Quelquefois, nous travaillons tant, mais nous ne pouvons pas arrêter de nous préoccuper. C'est impossible à cause de notre environnement. Et je sais que je dois mettre des priorités. Nous ne pouvons pas travailler partout. C'est pour ça que nous avons décidé nos priorités. D'abord, notre armée. Deuxièmement, notre enseignement, l'enseignement des enfants. Ce sont nos deux priorités. La scolarité, parce que nous voulons que les enfants aient un bon enseignement, et l'armée, parce que nous ne pouvons rien faire sans être victorieux. Nous perdons notre joie, les fondamentaux. Par exemple, on a eu la première neige en Ukraine. C'est magnifique. Mais d'un autre côté, nous ne pouvons pas sentir cette joie, même pour des choses aussi simples, parce que nous nous préoccupons de nos soldats. Parce qu'eux, ils sont dans les tranchées sur le front, et donc il fait très froid. C'est pour ça
nous avons appris à construire notre propre résilience. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux envoyer aux soldats pour qu'ils aient plus chaud dans ces conditions climatiques? Voilà à quoi nous pensons. Merci, merci beaucoup pour ce témoignage et pour le courage dont vous faites preuve. Tout le monde ici est très impressionnant. Nous vous souhaitons le meilleur pour les prochains mois. Nous nous sommes déjà entretenus sur les défis de 2024, aussi au niveau des ressources humaines, parce que certaines sont mobilisées et vous n'avez pas forcément les personnes à disposition qui ont les bonnes formations. Donc c'est un challenge. Et il y en a d'autres qui arrivent. Donc nous vous souhaitons le meilleur. Merci beaucoup de vous être jointe à nous. Merci bien. Nous passons maintenant nous élargissons notre sujet géopolitique qui ont amené des défis ou des opportunités pour des entreprises responsables. J'ai oublié de dire que Marina, qui a parlé hier soir au forum, malheureusement, c'est quelque chose qui s'est... Elle a mangé des huîtres et du coup, elle est malade à cause des huîtres de hier soir. Donc, elle n'a pas pu venir nous rejoindre aujourd'hui. Donc, c'est peut-être quelque chose à prendre en considération lors d'une prochaine organisation. Parce que son message était vraiment magnifique, très court, et donc elle aurait pu rajouter des éléments aujourd'hui, mais malheureusement, elle est tombée malade. Alors, B Corp et B Lab, ce sont des personnes qui essaient de développer l'idée d'une B Corporation. Nous avons Maria Correa qui travaille à Amsterdam pour B Corp. Elle est brésilienne et elle va nous expliquer la stratégie et l'approche de B Lab et les changements géopolitiques et leurs impacts sur B Corp. Et la résilience et la durabilité de B Corp. Ensuite, ici, Thomas Brezard, qui est avec nous, qui est en charge de l'impact, le directeur de Impact, qui est une entreprise B Corp, Norcis, aussi dans l'informatique, comme Nadia Omelchenko, que nous venons d'entendre en Ukraine. Donc, nous allons d'abord écouter Maria Correa et ensuite Thomas Brezard qui terminera la discussion avec des exemples concrets sur la situation française. Merci de nous rejoindre tôt le matin pour un sujet qui est assez pesant. Avant de commencer, je voulais savoir qui parmi vous connaissent B Lab et le mouvement B Corp. Est-ce que vous pouvez lever la main? Peut-être tout juste la moitié. D'accord. Y a-t-il des B Corps dans la salle? D'accord. Je vais faire une introduction du mouvement B Corp et ensuite nous allons parler du rôle du business au niveau, dans un contexte géopolitique. Oui, c'est beaucoup mieux. D'abord, nous allons parler de la manière de rôle que les entreprises peuvent jouer, d'un rôle, mais on ne sait pas combien d'entreprises ont contribué au problème. Nous sommes ici parce que le système économique actuel a des impacts négatifs et la dévastation de notre environnement, la qualité de vie a été causée de différentes manières, mais par des entreprises. Donc, il y a beaucoup de statistiques différentes. Il y a une différence entre les riches et les pauvres. Il y a une étude la semaine dernière que les riches de 1% du monde font l'émission
de 40% des pauvres. Et donc aussi la dispersion de la prospérité, la crise climatique, la course au profit, les conditions de travail de beaucoup de personnes. Bon, je ne vais pas en faire une présentation négative. Nous sommes donc B-Lab. Nous sommes une organisation non à but non lucratif afin de regarder les systèmes économiques et le refonder. Nous voulons créer une économie inclusive, équitable et régénérative pour tout le monde sur la planète. Et je pense que ces mots qui sont soulignés disent qu'on ne peut pas traiter ces sujets isolément. Il faut créer un bénéfice pour toutes ces catégories. Vous ne pouvez pas avoir des actions sans justice et je pense que c'est important. C'est ce que nous voulons lancer et impulser. Nous sommes un mouvement global avec des standards, des normes globales. C'est important dans un contexte géopolitique parce que les différentes parties du monde sont affectées de manière différente. Donc le rôle des entreprises, c'est pas seulement en Europe, mais aussi au Brésil, par exemple, chez moi, en Afrique, le Sud global. Comment est-ce que nos standards peuvent influencer un changement de business et l'économie dans le monde? B, qu'est-ce que c'est dans B Corp? Ça veut dire Benefit for All, bénéfice pour tous. Donc, on pense que il faut créer du bénéfice pour tous les acteurs, pas seulement pour les actionnaires, les ouvriers, les travailleurs, les clients, les fournisseurs. Il y a beaucoup de sociétés qui sont B Corp. Voilà ce que nous faisons comme organisation. Nous les certifions. C'est dans différents secteurs d'activité. Il y a beaucoup de PME et d'organisations multinationales. Et maintenant, nous avons 7700 B Corps dans le monde, et dont beaucoup en Europe. Et ils travaillent beaucoup pour nous. Il y a donc plus de 700 000 salariés dans le monde. Quand on parle des défis géopolitiques, il y a beaucoup de challenges. Notre rôle, c'est d'impulser un changement de comportement, de culture et des changements de structure en termes de législation surtout pour que le rôle des entreprises dans la société change. Nous essayons de regarder à ça par le biais de 5 éléments: les travailleurs, l'environnement, les clients, la communauté et aussi dans la manière dont les entreprises sont gérées, la gouvernance. Donc, ce sont les principes de notre certification, de notre label, et de manière à mesurer et améliorer leur impact sur la durée. Il y a une value centrale. Quelle est vraiment la raison d'être des entreprises? C'est que chaque économie est en interdépendance. Et c'est important d'avoir des valeurs. Et vous voyez que certaines lignes le disent, nous devons être le changement dans la ville, il faut que les personnes soient prises en compte. Il y a beaucoup de belles pensées dans ce paragraphe. Cependant, quand on a des soucis comme la pandémie globale, les élections, la guerre, Bolsonaro au Brésil, ça a été difficile, les élections argentines, donc la guerre aussi en Ukraine, le coût de la vie, le manque de ressources. Du coup, l'interdépendance devient un peu une utopie. Qu'allons-nous faire? Il y a une bonne nouvelle. C'est le côté optimiste. C'est le rôle des entreprises peuvent jouer dans la société aujourd'hui. Si nous perdons la confiance dans d'autres organisations, si les gouvernements nous laissent tomber, les entreprises peuvent se lever et nous aider. Donc, on voit par exemple que les entreprises sont souvent, les gens sont assez confiants par rapport à un gouvernement. Ici,
en Amérique du Sud notamment. Il y a vraiment une opportunité pour les entreprises de devenir des leaders et de faire des changements, d'être auteurs du changement, acteurs du changement. Donc, trois principes centraux qui sont vraiment importants, surtout quand il y a des problèmes et la volatilité des situations géopolitiques. D'abord, faire en sorte qu'il y ait des valeurs dans une entreprise et qu'il y ait des principes de base pour inspirer et permettre à d'autres entreprises d'être comme ça. Donc, des standards globaux sont importants de manière à ce que l'entreprise soit plus résiliente face à des changements et qu'il y ait moins de volatilité quand il y a des problèmes de leadership, des changements, des critères extérieurs, et d'arriver à une gouvernance, quoi qu'il arrive dans le contexte mondial. Deuxièmement, le deuxième principe central, c'est redéfinir ce que c'est que le succès. Il faut qu'on laisse de côté, comme Gert le disait, il va y avoir des implications court terme. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour faire en sorte que les PDG, les investisseurs, toute la communauté trouvent du succès et qu'ils soient d'accord sur la définition du succès, que ce soit sur le long terme. Et dans ce cas, les investisseurs ont un rôle clé à jouer au niveau de la performance financière et de la résilience. Bilab, en début d'année, a fait un partenariat avec Nasdaq. Et donc, ils parlent aussi dans leur reporting de manière à voir le bénéfice des entreprises pour la société et pour l'environnement. Donc ça, c'est clé pour modifier, pour faire changer et évoluer l'état d'esprit. Et ce rapport a donc été publié hier sur la performance et la résilience de B Corps. Et ils ont regardé les données de B Corps et d'organisations normales. 4 000 à chaque côté dans le monde entier. Ils ont regardé en Australie, aux États-Unis et dans d'autres, en Grande-Bretagne. Et pendant la pandémie, quel était leur revenu, quelle était leur performance financière et aussi quelle a été leur résilience. Combien de business ont fait faillite, combien n'ont pas pu travailler. Et on voit que les B Corp ont eu une performance particulièrement élevée par rapport à d'autres, pour des raisons, des facteurs très différentes. Mais c'est une manière de commencer à faire évoluer cet état d'esprit. Je ne sais pas si vous voulez peut-être apporter quelques exemples français à ce niveau-là. Thomas. Donc, nous avons fait une étude en France pour voir aussi comment est-ce que les entreprises difficiles les 3 dernières années avec le Covid et d'autres choses. Et c'était intéressant de voir que 80% des B Corps, on est 370 entreprises qui font partie de l'Alliance. Et nous nous sentons plus résilientes que nos concurrents face à tous ces événements. 40% disent que nous nous sentons bien résilients, vraiment résilients. Ou, dites autrement, au cours des 12 derniers mois en France, le nombre de sociétés qui sont passées en redressement judiciaire a doublé en France au cours des 12 derniers mois, notamment parce que l'État a arrêté de financer et donner des aides post-Covid. Donc, ces entreprises ont dû se poser la question comment est-ce que notre business peut avoir un impact positif face à tous ces problèmes. Et donc, ils ont été plus performants financièrement. C'est une bonne nouvelle parce que cela veut dire que tous les business vont commencer à s'intéresser à cette approche parce que c'est viable et qu'ils font de l'argent, enfin qu'ils gagnent de l'argent à la fin. Donc, nous allons certainement montrer aussi des graphes qui parlent de cette situation en France. Le troisième principe central, c'est quelque chose dont Nadia parlait tout à l'heure, c'est l'importance de coopérer partout et toujours, surtout quand les temps sont difficiles. C'est important de pouvoir
ensemble adresser les problèmes communs. Nous devons profiter de cette interdépendance et créer des alliances et des coalitions. Et dans le mouvement Bicorp, nous essayons de transformer comment est-ce qu'une entreprise individuelle travaille, mais en même temps créer des communautés d'entreprises de manière à pouvoir modifier, faire évoluer leur secteur d'activité aujourd'hui. Donc nous avons beaucoup d'exemples de groupes de travail ou de coalitions dans la coalition Bicorp. Et il y a des concurrents qui travaillent ensemble pour la logistique verte, le sourcing responsable, ou aussi la coalition d'interdépendance de plus de 500 entreprises qui se battent pour des changements législatifs en Europe, donc pas seulement dans un pays. Donc il y a beaucoup de différents exemples, comme par exemple en France et en Europe, l'importance de business qui travaillent ensemble et de différents mouvements et d'entités qui se rejoignent. Donc peut-être que Thomas pourrait apporter quelques exemples concrets. Si vous êtes d'accord. Thanks, Maria. Alors, j'ai une double casquette, effectivement. Je travaille dans une entreprise de services numériques qui est née dans les Hauts-de-France, qui s'appelle Norcis. On est 700. Mais Norcis étant Bicorp et ayant la conviction que ce mouvement, cette communauté, cette certification répond, à mon avis, à des limites d'autres types de certifications, je me suis beaucoup investi dans le mouvement jusqu'à co-présider le mouvement pour la France aujourd'hui. Ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant, peut-être, c'est essayer de ramener le sujet à notre échelle, à notre territoire, à chacune et à chacun ici, parce que, bon, déjà, je trouve le témoignage de Nadia était assez bouleversant et me fait penser que finalement, tous nos petits problèmes du quotidien, finalement, c'est peut-être pas grand-chose. Vraiment, enfin, je n'ose pas imaginer ce qu'on aurait dû faire chez Norcis si on avait été à sa place et à leur place. Néanmoins, on vit dans une société, et je vais rester sur la France, qui elle aussi a quelques petits sujets de partage de la valeur, de la richesse, de protection du vivant, de l'environnement. Et ce que je partage pleinement avec ce qu'a pu dire Maria, c'est que aujourd'hui, je pense qu'on voit bien que les États, pour des raisons qui leur sont propres, ont beaucoup de mal à répondre de façon assez rapide et à l'échelle nécessaire aux enjeux sociaux et environnementaux. Je ne rentre pas dans une critique, c'est plutôt un constat. Et que je vais aussi parler des acteurs d'intérêt général, des associations, des ONG, qui de plus en plus manquent de moyens. Parce que historiquement, elles fonctionnent à la subvention, que l'État est en train de resserrer les taux parce qu'il y a des manques de budget partout. Et par exemple, la fondation de mon entreprise, en ce moment, ces dernières semaines, est beaucoup sollicitée par des acteurs associatifs qui n'arrivent pas à boucler le budget de cette année. Donc, dans cet écosystème d'acteurs qui peuvent contribuer à réinventer notre société, son fonctionnement et ce nécessaire partage du pouvoir, de la valeur, la considération environnementale qui doit être beaucoup plus forte, bah, les entreprises, elles concentrent des capitaux, des compétences, des talents. Elles savent décider et innover dans des espaces-temps que personne d'autre ne maîtrise. Donc elles ont en fait les cartes en main, à mon sens, pour répondre beaucoup plus proactivement aux enjeux que ne peuvent le faire d'autres types d'acteurs. Et prenons le Covid, vous avez des entreprises industrielles qui, en une semaine, ont commencé à fabriquer du gel hydroalcoolique. Mais avec une réinvention extraordinaire de leur métier. Et d'ailleurs, qui sont retournés aussi vite à ce métier, passé le Covid. Donc, je voudrais juste dire quelque chose là-dessus qu'on a vu avec le B-Beauty, ce genre de coopération entre concurrents, donc between competitors, comme tu expliquais, même du même secteur. Ce qui est parfois dommage, c'est que on a besoin du Covid ou quelque chose comme ça pour que les gens prennent ce pas. Parce qu'en fait, c'est très bien la compétition et l'économie de marché s'est développée grâce au marché, à la compétition, etc. Il n'y a rien du tout, il n'y a absolument rien de négatif sur le principe d'une compétition, mais il y a des éléments sur lesquels on ne devrait pas être en compétition. On a eu l'exemple frappant suite à cette catastrophe de Rana Plaza il y a une dizaine d'années au Bangladesh, quand il y a plein de morts dans une usine qui s'est effondrée.
tout d'un coup, tous les concurrents dans le textile se sont mis d'accord pour garantir la sécurité dans les usines au Bangladesh. Donc ça, ils ont développé plein de mesures contre les incendies et contre l'instabilité des bâtiments, etc. Ça a pris quelques années. Je ne sais pas combien de 700 ou 800 usines ont été équipées, etc. Bon, je trouve que sur les conditions de travail des gens dans le textile, on ne devrait pas avoir une concurrence, on devrait plutôt coopérer. C'était un bon exemple, parce que ce n'est pas là-dessus qu'on doit faire la compétition, mais c'est sur plutôt les modèles de vêtements ou la mode, ou peu importe, des choses comme ça, mais pas sur les conditions de travail. Et donc, on voit que dans certaines circonstances comme là, en Ukraine, face à une catastrophe, bien sûr, telle qu'une guerre ou le Covid, les gens arrivent facilement à dépasser l'esprit étroit de faire une compétition sur des domaines sur lesquels on ne devrait pas avoir de compétition. Et donc, évidemment, ça ne met pas du tout en cause le principe du marché et de la compétition, etc. Absolument pas. Mais il y a des aspects sur lesquels on devrait plutôt coopérer. Et donc, des exemples de B Corp et les coalitions que nous avons là, ce sont des gens qui ont compris qu'effectivement, il y a des marchés, il y a du profit, etc. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne discute pas. Donc je vais te laisser. Ce qui est intéressant, je prends l'exemple de ce qui s'est passé au Bangladesh, ça a été une réaction a posteriori. C'est ça. Et cette réaction ou cet événement a été provoqué par des pratiques délétères qu'elles assumaient pas publiquement, mais qu'elles provoquaient. Quand on prend la Beauty Coalition ou d'autres, là c'est une démarche plus proactive, d'anticipation, d'envie d'avoir un impact positif. C'est là, je pense, qu'il y a quand même une sensible différence entre la responsabilité telle qu'elle peut être pratiquée par des grandes organisations qui, à mon sens, continuent de le faire pour des finalités qui sont parfaitement financières, et des coalitions d'autres types d'entreprises, B Corp, mais on n'est pas du tout les seuls, fort heureusement, qui, elles, veulent avoir une influence positive sur le cadre législatif. Je vais prendre un exemple. Est-ce que vous trouvez normal qu'une entreprise qui tend à résoudre des problèmes sociaux et environnementaux ait les mêmes taux d'imposition et les mêmes taxes que des multinationales qui, elles, font à peu près l'inverse? Sachant que ce qu'elles font ont un impact et un coût énorme pour la société. Parce que soigner les gens qui tombent malades, réparer les cours d'eau qui sont pollués, ça coûte une quantité d'argent phénoménale. Et ça, c'est payé par quoi? Par les impôts de nous tous. Donc on a besoin de faire émerger aussi ces cadres-là, et c'est le type de démarche qu'on essaie de porter, alors avec B Corp au niveau européen et en France, et pas tout seul, avec d'autres mouvements. On est de plus en plus nombreux, par exemple, à appeler de nos voeux une fiscalité adaptative en fonction du niveau d'engagement des entreprises, quoi. Donc maintenant, je voudrais vraiment ramener le sujet, voilà, s'ancrer un peu plus ici et au niveau de chacun, mais... est-ce que, par exemple, ici, vous avez le sentiment que, là, dans votre quotidien, dans les Hauts-de-France, votre activité, elle est impactée négativement par le contexte climatique, par le contexte géopolitique? Qui, ici, se sent menacé par ça? Voilà, pas grand monde. Merci de ne pas avoir trop été nombreux à lever la main, sinon j'aurais été embêté. J'avais plutôt prévu pas grand monde. Mais pourquoi? Parce qu'effectivement, bon, quand on parle du conflit tel que celui entre la Russie et l'Ukraine, ça nous semble quand même très éloigné. Néanmoins, en France, et il y a eu quand même un sujet très chaud ces derniers mois, c'est l'accès à l'eau. Quand même des villages dans les Pyrénées qui n'ont plus d'eau potable. En septembre 2022, on va, avec les équipes du siège de Nord6, visiter la ferme des Frères Cotte, qui est une ferme en permaculture à Saint-Gand-Mélantois. Elle est adossée à un cours d'eau. On est en septembre, le cours d'eau est à sec. La terre aride, comme j'avais l'habitude de la voir dans des documentaires animaliers sur la savane. Non, c'était ici. Et moi, quand j'étais gamin en septembre, je prenais des trompes de flotte sur la tronche, là, je voyais plus rien. Le monde a un tout petit peu changé. Donc, ne négligeons pas le fait que l'écosystème et les conditions dans lesquelles on vit, ici aussi, sont de plus en plus complexes. Donc, en fait, le sujet géopolitique ramené à notre échelle, à chacun de nous et sur les entreprises du territoire, c'est cette idée de résilience qu'on doit travailler. Et je vais essayer de vous donner quelques exemples. L'année du Covid, bon, globalement, le monde du business subit la situation, à part des entreprises qui se mettent à faire du gel hydroalcoolique, et là, c'est plutôt la poule aux œufs d'or. Mais pour le reste, ça marche moins bien. Et je vous prends l'exemple du secteur informatique en France, donc le nôtre, celui dans lequel on œuvre. Le marché de l'informatique, qui globalement est un marché qui se porte bien, hein, on n'a pas trop de soucis. L'année du Covid, il fait 4% de décroissance.
Norcis fait 2% de croissance. Alors que Norcis a une démarche d'entreprise dans laquelle vous n'avez pas eu de dividende depuis 10 ans, qui offre 20 jours de RTT à ses salariés en plus des 25 jours de congés payés, qui a une stratégie climat, je ne vais pas dire meilleure que les autres, ce serait arrogant, mais qui en tout cas est faite avec sincérité et à mon avis à la hauteur de l'enjeu, donc avec des investissements pour ça. Le premier bilan carbone de Norcis, c'est 2007. Voilà. Essayez de me trouver une boîte qui fait ça depuis 2007, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. C'est dire que ce n'est pas un sujet qu'on a pris comme un effet de mode, mais qu'on a pris à bras-le-corps depuis longtemps. Et en fait, tout ça a amené chez nous une résilience parce que Norcis, c'est 2 fois moins de turnover que la moyenne du secteur. Donc on a une stabilité des équipes. Donc on peut réagir de façon beaucoup plus adaptée à des situations parfois totalement imprévues. Vous voyez, ce sont des choses comme ça qui font, comme l'étude que tu montrais Maria, que de plus en plus, et ça c'est pour moi une très très bonne nouvelle, des entreprises qui ont des niveaux d'engagement sociétaux à la hauteur des enjeux, de plus en plus font la preuve qu'il y a aussi une viabilité économique qu'on en retire. Et plus on arrivera à le prouver, plus l'ensemble du monde économique va se mettre à, vous voyez, à transiter et à basculer. Donc effectivement, il y a, enfin, dans les études, on voit tout le temps au niveau recherche, cette tension que tu mentionnes là, les éléments qui expliquent que des entreprises responsables sont plus résilientes, etc., etc., etc. Donc les chiffres qu'on a, c'est bien sûr basé sur des éléments concrets, par exemple un faible turnover qu'on observe chaque fois. Donc c'est fait partie des indicateurs des entreprises qui sont gérées de façon plus responsable que d'autres, que la moyenne. Et donc ça permet, donc à court terme, c'est un investissement, dans la mesure où il faut, au niveau recrutement, au niveau engagement, au niveau, par exemple, ce que vous dites sur les jours de RTT, etc. C'est un engagement, mais ça paye à terme dans la mesure où on a moins de turnover, moins de gens à former, etc., etc. Donc en fait, c'est chaque fois un peu une ambiguïté entre des coûts à court terme et un résultat en termes de viabilité, disons, de durabilité de l'entreprise à long terme. C'est ce qu'on observe tout le temps. Et donc, j'ai une question par rapport à ça. On voit des entreprises qui deviennent entreprises B Corp, qui arrivent à se qualifier. C'est pas facile du tout. Mais on voit que, et donc, d'où un peu une question par rapport aux chiffres. Est-ce que ce sont des entreprises qui sont dans un secteur porteur, où c'est plus facile de faire une transition vers une entreprise de type B Corp, ou est-ce que c'est plutôt les résultats, les chiffres sont le résultat du fait qu'on est dans un bon secteur et donc c'est plus facile, ou c'est parce qu'on est B Corp qu'on devient plus rentable? C'est-à-dire que c'est un peu la question de l'œuf et la poule. Est-ce qu'il n'y a pas un biais dans les chiffres dû au fait que certains secteurs sont plus faciles à faire, dans certains secteurs, c'est plus facile à faire la transition que dans d'autres? If it's okay to switch back to English. Sorry, désolé. Alors, nous allons revenir à l'anglais. Alors, je pense qu'une chose intéressante du mouvement B Corp, c'est qu'il inclut 160 entreprises et cela prend en compte des situations très diverses. Et alors, il y a de plus en plus de multinationales, au fait, qui viennent s'ajouter au mouvement. Alors, c'est un véritable challenge. Et nous allons, chaque fois, il faut tous les 3 ans que les sociétés, au fait, soient quelque peu recertifiées pour vraiment prouver leur résilience. Et nous avons travaillé et nous avons parlé des activités des sociétés qui ont commencé avec des idées très innovantes, et il y a de plus en plus de sociétés qui utilisent notre cadre. Et alors, une partie du problème peut devenir avec le temps une partie de la solution, mais au fait, pour eux, c'est un véritable
un véritable challenge parce que ce sont des comités de direction, des investisseurs, etc. Alors, aujourd'hui, et d'ailleurs il y avait ça dans les chiffres sur l'Europe qu'a montré Maria, il y a des entreprises de bien de différentes industries qui certaines sont très porteuses, d'autres doivent se réinventer. Il y a des entreprises de toute taille. Néanmoins, il se dégage, je trouve, un espèce de profil type d'entreprise engagée aujourd'hui en France. Je parlerai là notamment de celles qui sont Bicorp, aussi des sociétés à mission, qui est un sujet qui monte fort. On a à peu près 1300 sociétés à mission en France aujourd'hui. Et dans les deux cas, vous retrouvez beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire près des 3/4, qui sont des entreprises qui ont moins de 50 salariés, qui sont nées il y a moins de 10 ans, souvent sur la base d'une idée de produits de services plus en lien, en phase avec les enjeux sociétaux qu'on évoque. Par contre, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'en fait, on est en train de faire émerger non pas des locomotives sectorielles, c'est-à-dire des géants du secteur qui vont tirer derrière eux tout un secteur, mais des exemples très aboutis de ce que peut être une entreprise engagée dans chaque secteur, quand bien même elle est petite. Et ça, les gros, ils le regardent beaucoup. D'ailleurs, on a vu ces dernières années des bicorps ou des sociétés à mission de petite taille se faire racheter par des gros parce qu'en fait ils se disent ça va devenir notre laboratoire d'expérimentation à plus grande échelle. On va aller s'inspirer de ce qu'ils ont fait et on va voir comment on peut le répliquer à plus large échelle. Donc je pense que c'est plutôt comme ça qu'on va réussir petit à petit à faire que le monde économique dans son ensemble va commencer à basculer vers quelque chose qui est peut-être la question essentielle dans tout ça, comment le business peut se rendre utile aux humains sans détruire la planète. C'est ça le sujet en fait. Et c'est la question la plus difficile qui soit. Je vous donne un exemple de comment on essaie de la traiter chez nous pour rester concret et pas que survoler le sujet de façon très idéologique, quand bien même c'est nécessaire. Il y a quelques années, donc, on fait notre cheminement d'entreprise qui essaie de se poser les bonnes questions avec humilité, hein, mais avec sincérité. Et donc, bon, on est où on n'est plus, ça c'est bon, c'est revenu. On est RSE, niveau exemplaire, on est Bicorp, on est société à mission. En gros, on a un peu tout essayé. Mais comment répondre à cette question de en quoi, en tant qu'entreprise de services numériques, on est utile aux humains sans détruire ou sans dégrader les ressources naturelles dont on sait qu'il faut absolument maintenant les protéger au maximum. Et on découvre la permaculture. Et la permaculture a une grande force, c'est que tout est basé sur 3 principes éthiques indissociables. Je dis bien indissociables. Alors les 3, il y en a 2, vous allez voir, c'est très facile. Prendre soin des humains, préserver la planète. Jusque-là, rien de très nouveau par rapport à l'historique développement durable ou la RSE avec son triptyque en anglais People, Planet, Profit que tout le monde à peu près connaît. Par contre, le 3e principe éthique, il est beaucoup plus novateur, je dirais. Il dit la chose suivante, il faut se fixer des limites et partager les richesses. Et ça, globalement, le monde de l'entreprise n'a pas vraiment fonctionné sur la base de cette idée-là. Ça change beaucoup de choses, parce que non seulement la finalité ne devient plus le profit est le résultat d'un business qui va être utile aux humains sans dégrader les ressources naturelles. La deuxième chose, c'est que c'est indissociable. Donc c'est plus, je fais un peu du social, je plante quelques arbres histoire de compenser, et puis à la fin je vais surtout essayer d'avoir un maximum de profit, sinon mes actionnaires vont pas être contents. C'est quelle limite je vais fixer à la quête du profit pour être sûr que je prends vraiment soin des humains et que je préserve les ressources, voire je les régénère, je les restaure. Ça change absolument tout. Et donc, en découvrant ça, on se dit, et s'il n'y avait pas là la base de ce que va devenir notre culture d'entreprise et même notre modèle de développement de l'entreprise. Alors le développement, il peut être de différentes natures, il peut être en volume, il peut être en valeur, il peut être des compétences des équipes. Et on a donc inventé un modèle qui s'appelle la perma-entreprise. On a écrit un livre, on y a mis une méthode parce qu'on a décidé de ne pas en faire un business. Donc on s'est fixé une limite en disant si on veut vraiment que le monde évolue positivement, il faut en faire un commun, il faut le partager, il faut permettre à d'autres de pouvoir l'utiliser. Et je me permets de le poser là, ce qui peut paraître un peu éloigné du thème, néanmoins parce que aujourd'hui, ce que se constate dans la façon dont on conduit et on développe l'entreprise, c'est que je pense qu'une grande partie de la résilience et de la performance qu'est la nôtre aujourd'hui vient notamment de là. Je vous disais, il faut qu'on ramène le sujet à chacune là, et à chacun ici. Quand vous dites, voilà, notre entreprise veut contribuer au bien commun et que vous avez des salariés qui sont en train de développer du code pour un client
Je pense que ça leur paraît très très loin cette intention-là. Et souvent, c'est la difficulté qu'on a dans les stratégies RSE, CSR et autres, c'est que comment on rend ça concret, tangible à l'échelle de chacun. Et ben, je vous donne ce petit outil. Se fixer des limites, partager les richesses, prendre soin des humains, préserver la planète. Vous prenez ça et vous le mettez à l'échelle de chacun. Et là, ça devient une façon de se questionner au quotidien sur quelles peuvent être les meilleures décisions que je peux prendre à mon niveau pour contribuer à un monde qui est viable, qui est soutenable et qui est plus équitable, ce qui est un petit peu la vision du mouvement des Bicorp qu'on évoquait. Voilà, et je vous le dis parce que ça fait 15 ans maintenant que je bourlingue un peu dans tout cet univers de l'entreprise engagée, que voilà, vous le comprenez, on a essayé beaucoup de choses. Je ne vais jamais rencontrer, et je ne l'avais pas du tout anticipé dans le déploiement du modèle chez nous, un outil aussi à la fois simple et puissant pour ramener la notion d'engagement et de responsabilité à l'échelle de chacun. Voilà, j'espère que ça vous sera utile, quelle qu'en soit la mesure. Et voilà, peut-être si tu veux reprendre le fil, il y a des questions, voir avec la salle, mais moi en tout cas j'en ai dit assez. Ok, merci beaucoup. Je vais juste donner... hier soir, j'étais ici dans une session, et il y avait quelqu'un d'une brasserie. Et donc, je vous montrer l'idée de limite. Ces gens-là ont développé leur brasserie et ça marche très bien. Et donc, ils exportaient entre autres aux États-Unis, au Japon, un petit peu, enfin quand même 15 à 20% de leur chiffre d'affaires. Et donc, ils avaient des voyages pour promouvoir leur bière, etc. Et à un moment donné, ils ont calculé l'impact carbone de transporter des bières de l'autre bout du monde. Ils ont dit, mais ça n'a aucun sens, on va arrêter d'exporter aux États-Unis et au Japon. Et donc, on va essayer de développer notre business plus en Europe parce que ça n'a strictement aucun sens de trimballer des bières de l'autre bout du monde en termes d'énergie, etc., etc. Et en fait, je trouvais ça, c'est du bon sens, mais c'est aussi une limite qui se pose parce que du coup, ils se coupent d'une partie de chiffre d'affaires et donc... À un moment donné, c'est courageux. Imaginons tout le monde qui est dans la boisson dit en fait on fait un périmètre géographique et on ne va pas on San Pellegrino de l'eau qui vient d'Italie. Pour quelles raisons on transporte toutes ces choses-là alors que l'eau pétillante, on peut fabriquer ça à peu près partout. Donc il y a ce genre de choses, mais pour une entreprise, c'est pas évident de faire ce pas-là, de se poser une limite et de dire, bon, on ne va pas sur ce marché-là, même s'il y a une possibilité de le développer, parce que le coût au niveau planète, par exemple, serait trop élevé. C'est juste un exemple qui va dans le sens de ce que... Tu me ramènes à un cas. Alors, bon, déjà, et puis, est-ce que les Japonais, les Américains ont fondamentalement besoin d'une bière brassée ici, alors qu'ils ont des centaines de brasseries dans leur propre pays, hein, voilà, oui, bon. Mais l'idée du renoncement, et notamment sur le business, elle est effectivement très dérangeante, très difficile. Mais, donc, on a créé chez nous un conseil éthique. Un conseil, c'est-à-dire son rôle est de conseiller les organes de gouvernance de l'entreprise sur les décisions qui semblent être les plus justes, hein, au regard de ce que je vous disais. Et je vais faire le lien, comme ça on va essayer d'avoir une espèce de continuité néanmoins avec notamment ce que nous a partagé Nadia. Il se trouve que Norcis a un client français qui développe une solution de catalogue qu'il distribue dans plein de pays jusqu'en Russie. Et il y a presque 2 ans, une équipe de salariés de Norcis saisit le conseil. Le conseil peut être aussi saisi par n'importe quel salarié qui constaterait une trop forte dissonance ou un risque éthique au regard du modèle. Et ils nous disent, est-ce qu'on doit continuer à travailler, est-ce qu'on doit faire ces projets-là, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans l'affaire, donc le conseil est mobilisé, on mène des ateliers avec l'équipe du projet, non pas pour dire le conseil décide, mais le conseil vous donne les outils pour décider vous-même de la décision la plus juste. Parce que renoncer, ça peut aussi vouloir dire rendre des gens caducs dans leurs compétences, peut-être créer du chômage. Enfin, il y a plein de questions complexes à se poser. Et en fait, le client s'est retrouvé dans les ateliers chez nous pour essayer de décider ensemble. Et c'est quand même lui le décideur final de travailler ou pas avec des clients en Russie. Hein. Mais vous voyez, l'idée de la coopération, de l'interdépendance qu'évoquait Maria, sur une question aussi complexe que ça, de se retrouver entre prestataires et clients pour essayer de réfléchir ensemble à c'est quoi la décision la plus juste, moi c'est un cas dont j'avais jamais entendu parler. Donc voilà pourquoi je pense qu'on peut créer des conditions pour décider ensemble de ce qui semble être le plus juste, parce que je vais prendre des arguments qu'on a rarement entendus quand on parle de faire du business dans ces pays-là ou dans ce pays-là en particulier depuis 2 ans, mais quand vous êtes un distributeur alimentaire par exemple et que la solution catalogue dans une période complexe, l'hiver en Russie, vous sortez pas trop. Hein.
Donc le catalogue en ligne pour commander votre alimentation, il peut quand même avoir une utilité assez fondamentale. Qui on est en France pour décider que ce truc-là n'est pas nécessaire pour la population russe, qui, elle, n'a sans doute rien demandé sur le conflit géopolitique engagé par l'État. Vous voyez, enfin, c'est des questions super complexes à traiter dans l'entreprise. Et ben, on a réussi à faire ça. La décision a été plutôt de dire on ne va pas développer davantage. Donc il y a une forme de renoncement dans cette décision. Et en même temps, on ne va pas le couper, parce que sinon on risque d'avoir un impact très négatif sur des besoins fondamentaux. Et c'est pas à nous de décider de ça. Ok, on va peut-être laisser les gens dans la salle poser des questions, des remarques ou des remarques. Oui, voilà, là. Peut-être un micro ici. Oui. Merci. Bonjour, Héron Autret de l'ADEME, l'Agence de la Transition. Merci beaucoup pour vos témoignages et nous faire prendre de la hauteur. Je trouve que c'est très très inspirant. Moi, je partage complètement le constat, l'analyse. C'est des sujets qu'on voit au quotidien. Par contre, j'ai noté une pointe négative sur les difficultés qu'il y a aujourd'hui au niveau des pouvoirs publics ou des États à engager aussi des transitions vers plus de collaboratif ou plus de partage. Donc une pointe d'optimisme de notre côté. Pour moi, l'argent, c'est pas un problème. Je gère un fonds depuis plusieurs années sur l'éco-conception. Il y a plusieurs millions d'euros aujourd'hui qui sont attribués aux entreprises sous forme de subventions. Aujourd'hui, on se dit il faut changer de braquet, il faut accélérer. Donc l'argent, on va l'avoir, mais par contre, il faut arrêter de continuer à financer, par exemple, des 4x4 éco-conçus. Il faut arrêter de financer des choses qui ne servent pas à grand-chose. Et donc aujourd'hui, on a décidé de s'engager sur l'éco-conception avancée. L'éco-conception avancée, ça va être quelque chose où on va donner des subventions, mais à des entreprises qui s'engagent aussi sur la sobriété. Des entreprises qui sont exemplaires en sobriété, en interne, et qui font la promotion de la sobriété auprès de leurs clients. Donc ça, c'est une chose. Et des entreprises aussi engagées avec les territoires, engagées pour partager la richesse. Donc moi, je suis complètement d'accord avec ce principe-là. Par contre, j'ai une question. Aujourd'hui, comment on fait Est-ce que vous pouvez nous aider à cibler les entreprises? C'est quoi le besoin? Est-ce qu'il faut aller sur les entreprises de moins de 10 ans, de moins de 50 salariés et qui vont être les locomotives peut-être de demain? Est-ce qu'il faut prendre les entreprises qui ne sont pas du tout Bicorp, qui sont très très éloignées, pour les amener et faire ce chemin vers Bicorp ou équivalent, hein, mais sur ce partage de commun? Est-ce qu'il ne faudrait pas aller encore plus loin? On parle de limites planétaires et se fixer des objectifs de résultats et n'attribuer des subventions publiques qu'aux entreprises qui s'engagent à réduire de tant de pourcents le CO2, de tant de pourcents la consommation d'eau, de restaurer la biodiversité. Donc des objectifs de résultats, on voit encore peu d'exemples d'entreprises qui s'engagent sur des résultats. Voilà, je vous remercie. Alors la réponse était déjà un petit peu donnée par Thomas tout à l'heure, dans la mesure où il y avait cette action de mettre un peu de pression sur le gouvernement, sur le ministre, enfin sur les gens qui nous gouvernent, pour adapter la fiscalité, dans le sens où c'est la même chose. Enfin, subvention d'un côté ou fiscalité de l'autre, c'est la même chose, dans la mesure où soit on donne l'argent, soit on oblige les gens à payer. On peut enrichir la réponse néanmoins, puisque dans la question, il y en a plusieurs. Maria, if you want to say something. OK. Déjà, il se trouve que vous nous connaissez peut-être parce qu'on a gagné un appel à projet de l'ADEME pour une plateforme open source d'éco-conception de services numériques, ou en tout cas de mesure de l'empreinte environnementale. Donc, ravi de vous avoir ici. En fait, on a besoin d'activer plusieurs leviers. Faire émerger des exemples phares qui sont performants. Et là, on les a maintenant, ça y est, on en a dans plein de secteurs. Et on a quelques grandes entreprises de grande dimension, hein. Dans les Hauts-de-France, on a Clinitex, qui est quand même une entreprise régionale de grande taille, hein. Je crois que c'est 3 ou 4 000 salariés, qui est Bicorp, qui fait plein de choses très bien sur l'inclusion, la diversité et le modèle économique au service de choses qui sont utiles. Mais il faut absolument qu'on arrive à tordre le cou à l'idée que les dispositifs les plus ambitieux en matière de transformation profonde sont inaccessibles.
Je vais essayer de faire une analogie. Vous avez tous ici un smartphone dans la salle. Est-ce que quand vous le changez ou la dernière fois que vous l'avez changé, vous avez pris un modèle d'il y a 20 ans? Si quelqu'un lève la main, franchement, bravo. Globalement, vous prenez quelque chose qui est assez récent, embarque des technologies qui sont fort attractives. Bon voilà, ce que je veux dire par là, c'est que quand on a Bicorp, qui est peut-être aujourd'hui la seule certification qui vient mesurer, je pense, pour la moitié de l'évaluation, l'impact du business sur les enjeux sociaux et environnementaux, de 23 façons différentes que je ne vous détaille pas. Mais il faut y aller, même si on n'est pas mature. Parce que c'est en utilisant ça dès maintenant qu'on va pouvoir planifier, préparer. Et je pense que dans le témoignage de Nadia, il y avait un peu de ça. On a planifié des choses, on a anticipé. Une entreprise qui attend 10 ans encore pour planifier ce qu'elle fera dans 30 ans, en fait, elle a déjà raté sa stratégie. Donc il faut dès aujourd'hui, je pense, s'appuyer sur les outils les plus aboutis. Et pour ce qui est des structures de plus grande dimension qui seraient de nature à vraiment tirer et faire locomotive sur tout un secteur, c'est justement parce qu'elles auront dans leur périmètre, dans leur secteur, dans leur industrie, des exemples phares de réussite, y compris économique. Et je peux dire que Norcis intéresse beaucoup des géants de l'industrie du numérique pour bien des raisons. En fait, on va créer cette force d'entraînement et les États pourront de plus en plus définir les politiques publiques qui seront les plus adaptées, parce que de toute façon, tout le monde les demandera. Voilà. On pourrait passer 2 heures sur le sujet, donc je m'arrête là. Thank you. And I think... Et alors, si j'ai bien compris la question, je pense que si nous voulons entraîner des entreprises derrière nous, même si vous n'êtes Bicorp, vous pouvez le devenir, et la certification est quelque chose qui est totalement gratuite. Et nous voyons que des sociétés l'utilisent un petit peu comme cadre. Alors, il y a des aspects, par exemple, le choix des outils à utiliser, des clients, des zones de développement, etc. Donc, nous sommes également critiques et cela entraîne également d'autres sociétés. Vous avez parlé de la fiscalité des entreprises. Vous pouvez passer en société coopérative d'intérêt collectif. La fiscalité est moindre que dans une société classique. Donc, je trouve que notre État propose aussi à des sociétés dont l'intérêt est collectif d'avoir une fiscalité moindre. Donc, moi, j'invite Norcis à passer en SICA. Je peux vous donner des conseils. Ok, merci. En fait, il y a bien sûr aussi une ambiguïté quand on parle des pouvoirs publics, etc., qui interviennent, comme l'ADEME, etc., très bien, mais en même temps, on a des communications comme quoi le glyphosate va encore durer 10 ans de plus, etc. Donc, on a parfois des messages ou comment dire, des signaux qui ne sont pas qui vont pas dans le même sens, et donc du coup, d'où cette pointe de négativité parfois. L'ADEME a un mandat de l'État et des moyens pour mener une mission qui est claire. Oui. On prend l'Union européenne, c'est quand même extraordinaire que dans la même semaine, on décide de prolonger le glyphosate pour 10 ans et en même temps de reconnaître le crime d'écocide, tout en sachant que les études sur le glyphosate montrent qu'en fait c'est un écocide. Enfin, bon voilà, il y a des injonctions à l'échelle nationale et européenne qui vont être très difficiles à traiter à 27. Heureusement, il y a des acteurs qui ont une mission un petit peu moins contradictoire pour faire avancer les choses. Moi, j'avais une question, c'est les enjeux, enfin les circonstances internationales que nous connaissons aujourd'hui, la guerre en Ukraine, les tensions économiques, ont montré que certaines entreprises avaient des difficultés à mener des transitions écologiques, notamment parce qu'elles ont des difficultés à s'approvisionner, par exemple, en matières premières, et donc il n'existe pas de structure finalement qui leur permette d'engager une transition écologique et d'assurer leur activité, parce qu'elles n'ont pas les moyens de le faire. Et donc dans ce cadre, qu'est-ce que Bicorp, qu'est-ce que vous pouvez apporter, quels outils concrets au-delà des idées, parce que ces entreprises peuvent avoir envie de s'engager mais n'ont pas les moyens, quels outils peuvent être apportés à ces entreprises qui veulent s'engager? Thank you so much. Merci pour la question. Alors, c'est une question très importante
Et d'une manière très idéaliste, dire quelque chose, exprimer quelque chose et le mettre en pratique, ce sont deux choses différentes. Alors, pour des grandes sociétés, il y a des sociétés qui veulent faire la transformation à 100%, par exemple, recycler le plastique ou utiliser des matériaux recyclés. Et nous savons que c'est difficile pour certaines d'entre elles. Et il faut identifier quels sont les éléments clés de manière à pouvoir leur proposer la manière de résoudre le problème. Et peut-être une idée est aussi de travailler avec d'autres sociétés. Par exemple, si on a Patagonia qui veut créer des vêtements d'extérieur, ils n'ont pas les fonds pour transformer à 100% un site de production. Ce n'est pas Nike. Et donc, mais ils peuvent travailler éventuellement en collaboration avec d'autres sociétés pour mettre effectivement en œuvre et arriver à résoudre le problème. Alors, il y a parfois des coûts qui sont très élevés et cela, au fait, revient au fait de se remettre des limites. On veut, et à ce moment-là, le processus prendra plus de temps. Dans les Hauts-de-France, pour compléter Maria qui a la vision plus globale, j'aimerais parler de Bastien Tissage, une entreprise du Pas-de-Calais qui est une perma-entreprise, qui est certifiée Bicorp, qui est société à mission. Ils ont fait un beau chemin. En fait, le bon sens ne suffit pas, il faut des outils. Ce qui est intéressant, si je prends les 23 impact business models, donc ce sont les 23 thèmes de modèles d'affaires à impact que mesure Bicorp. Ces 23 modèles, ce sont autant d'idées de comment réinventer la façon de faire du business à son échelle, dans son entreprise. Et vous avez des questions qui sont très liées au territoire, au fait de créer des emplois pour des personnes qui en sont éloignées sur votre territoire, au fait d'avoir des chaînes de valeur qui sont les plus locales possibles, au fait de développer des produits et des services qui permettent de résoudre des problèmes sociaux ou de répondre aux questions de la préservation des ressources et du dérèglement climatique. Donc ça, c'est un outil concret pour voir dans quelle mesure est-ce que le business est utile ou pas. Et c'est bien le grand sujet du moment, c'est-à-dire que maintenant on peut plus se satisfaire de réduire les écarts de salaire et les déchets, mais de continuer à vendre du glyphosate, quoi. Faut vraiment se questionner sur la finalité du business. Et Bastien Tissage, ils ont fait un truc vachement intéressant, c'est que donc eux ils font du tissage industriel, ils fabriquent, ils conçoivent des tissus à usage notamment alimentaire pour les emballages. Et historiquement, l'approvisionnement se faisait sur des chaînes de valeur, enfin de logistique et d'approvisionnement très distendues, très mondialisées. Et par bon sens, mais aussi parce qu'il y a ces questionnements qui sont amenés par le modèle PERMA ou le BIMPACT Assessment, se disent, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire en fait de différent pour utiliser et améliorer les ressources de notre territoire. Et ils sont en train de monter une espèce de coalition locale pour créer une production de chanvre à usage tissage. Et ça, c'est pas leur métier. Eux, ils sont pas agriculteurs, ils font du tissage. Donc ils ont co-acheté avec d'autres acteurs du territoire un terrain. Ils vont faire bosser un exploitant agricole dont c'est le métier pour développer cette culture-là, mais c'est quasiment de l'autre côté de la route de l'usine, hein, et créer les conditions pour avoir un approvisionnement plus local, on ne pourrait pas, et en se mettant en coalition, en écosystème avec d'autres acteurs. Et ça, c'est parce qu'ils ont, au-delà du bon sens, utilisé des outils, et surtout pour se dire, mais comment on fait avec beaucoup moins d'impact environnemental sur le territoire, avec ses ressources, en créant de l'emploi, et du coup derrière en ayant une proposition de produits, en l'occurrence, qui répondent à des demandes grandissantes sur le moindre impact environnemental, etc. J'ai une remarque par rapport à ce que tu dis. Thomas, tu as ancré de nouveau dans le... Donc je reviens sur la chose globale. En fait, sur ton principe, ton troisième principe éthique, quand Yves Chouinard de Patagonia a donné toute son entreprise, 100% des actions, à une fondation, il a dit maintenant Patagonia appartient à la planète, etc. Ce qui était surprenant, c'est très bien ce qu'il a fait, tout ça. Ce qui était surprenant, c'est dans les commentaires de la presse suite à ça, il y avait énormément de gens qui étaient suspicieux.
ils ont dit, mais c'est pas... Il doit y avoir une raison, soit fiscale, ou il a quand même mis quelque chose de côté. Ou il y avait toute une suspicion. On ne pouvait pas comprendre qu'il renonçait totalement à cette richesse accumulée de 3 milliards de dollars. Juste dit, bon voilà, laisse en accord avec ses enfants du reste. Mais c'était justement cette idée de partage, de valeurs, etc., qui était dans le monde des affaires, qui mettait mal à l'aise. Et donc, surtout les commentaires dans la presse étaient surprenants, presque plus surprenants que son geste. Donc, c'est juste pour te montrer le côté inhabituel du troisième principe que tu défendais tout à l'heure. Oui. OK. Bon. Oui, allez-y. J'ai 3 petites questions. D'abord, est-ce que vous pouvez revenir sur la notion d'entreprise à mission? Qu'est-ce qu'il a défini? Qui est-ce qui la décrète? Par où on la regarde? Deuxième chose, vous avez glissé sur l'agriculture. Est-ce que l'agriculture s'intéresse à Bicorp et aux façons de faire? Et pourquoi alors assiste-t-on à un déclin du bio, qui est quand même assez fort, enfin, parce que dans mon entourage, plusieurs y travaillent. Et puis, dernière chose, où peut-on trouver le livre Permaculture de l'entreprise? 3 petites questions, 3 petites réponses. Le défi est à relever. Société à mission, c'est une entreprise qui a défini une raison d'être. Pourquoi on existe? Cette raison d'être est dans les statuts de l'entreprise. Dans ces statuts, elle y associe des objectifs à vocation sociale et ou environnementale. Et cette entreprise sera contrôlée tous les 2 ans par un organisme indépendant qui va vérifier qu'elle se donne les moyens de tendre vers cette raison d'être. Voilà en très court, la société à mission, qui est extrêmement complémentaire de Bicorp, qui lui vient plutôt sur des standards internationaux, vérifier qu'il n'y a pas de trou dans la raquette du modèle d'engagement. Alors que la société à mission, c'est très singulier, c'est propre à chaque organisation. Deuxième question sur l'agriculture, et peut-être que tu pourras compléter, Maria, mais on a un certain nombre d'entreprises du domaine agricole, du domaine agroalimentaire qui sont dans notre communauté, en France et au-delà. Donc oui, le secteur s'y intéresse complètement, surtout que c'est un secteur qui est mis à mal dans ses fondements, qui sait qu'il doit migrer vers autre chose, mais cette autre chose, malheureusement, ne connaît pas une bonne année. C'est clair, nous, parmi les Bicorp qui sont dans le domaine notamment, par exemple, de la distribution agroalimentaire, beaucoup nous disent, là, le bio, effectivement, là, on n'est pas sur une bonne année. Là, on entre dans le grand conflit je crois que c'est Jean Covici aime appeler la fin du monde contre la fin du mois, hein, et que le bio et le bien faire, ça coûte plus cher, et que par les temps qui courent, une variable d'ajustement dans le budget des Français semble être l'alimentation, donc le bio y perd. Voilà, on ne va pas faire une analyse large du bio, sinon ça serait trop long. Troisième question, le livre se trouve, donc Perma Entreprise, se trouve sur les internets par une petite recherche. Je ne pense pas qu'il soit disponible ici. Et puis il y a un site dédié. Voilà, on essaie de partager le maximum de choses sur ce qu'on a appris de tout ça, et on ressort le livre en mars pour apporter des nouveaux enseignements. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, Maria, sur la filière agricole ou... Non, c'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est dans les temps, on est en train de dépasser. Attends, ça bip rouge là, c'est mauvais signe. Oui, c'est mauvais signe, on a dépassé. Bon, merci beaucoup pour les intervenants. Thomas qui était venu dernière minute, vraiment, merci. J'ai pas mangé d'huîtres hier soir, donc j'ai eu la chance d'être là ce matin. Bon, merci beaucoup à tout le monde.